La médecine physique et de la réadaptation fonctionnelle, c'est une discipline médicale d'abord. C'est-à-dire que ça s'apprend à l'université, à la faculté de médecine. C'est une spécialité médicale. Sous d'autres dossiers, il faut avoir passé 6 ans, 7 ans en tant que médecin généraliste et après, on fait maintenant sa spécialisation en médecine physique. C'est une spécialité comme les autres, la chirurgie, la pédiatrie, le gynéco, tout ça. Nous avons la grâce et la chance dans notre pays que le régulateur au niveau de la santé, les autorités puissent permettre qu'à des cycles seulement, on a des médecins physiques qui peuvent prendre en charge le patient comme leurs collègues sous d'autres cycles qui ont fait 3e cycle de médecine physique. Donc une spécialité médicale qui a pour objectif principal la fonctionnalité. Lorsque les autres médecins s'occupent du pronostic vital, c'est-à-dire la vie d'un patient, à leur côté, les médecins physiques sont là pour s'occuper de la fonction. Parce qu'on peut peut-être pas perdre la vie, mais on peut perdre la fonction. Mais à quoi sert une vie sans fonction? Par exemple, la marche qui est une fonction. Vous avez un problème de santé, vous perdez la marche. Oui, vous êtes vivant, mais vous ne marchez pas. Vous êtes dépendant de la société. Et c'est là où la médecine physique intervient pour, au même moment que les autres médecins, les autres spécialistes, prévient ces soucis de la vie, pronostic vital, la médecine physique ou le médecin physique et des réadaptations fonctionnelles sont là juste pour regarder dans toutes les phases d'une maladie quelconque, conserver, préserver les fonctions. L'AVC et la médecine physique, vraiment, c'est un mariage. Le médecin physique des réadaptations fonctionnelles est un pivot central. Sous d'autres dossiers, comme vous allez voir dans un tableau, c'est une pluridisciplinaire. Et dans cette équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y a plusieurs spécialistes et les autres paramédicaux, et c'est le médecin physique qui est le pivot qui gère cette équipe. Dans quel sens? L'objectif, c'est préserver l'autonomie du patient. Donc le médecin physique, par exemple, pour le cas d'AVC, c'est un accident qui attaque le vaisseau et un accident ne prévient pas. Nous avons quoi? Il a comme l'objectif de limiter les séquelles, peut-être en phase aiguë, de limiter les séquelles, parce que c'est un accident qui doit, quelle que soit la cause, qui doit nécessairement laisser des séquelles. Le médecin physique, par ses compétences, ses savoir-faire, pas seul, mais avec tous les autres, peut orienter les directives, peut donner des directives dans l'objectif de faire quoi? De limiter par exemple les séquelles liées à la maladie, comme l'AVC, vous l'avez dit. Par exemple, de prévenir certaines complications. Nous avons les complications précoces et nous avons les complications tardives de l'AVC. Si toutes les complications tardives, beaucoup n'en font pas cas. On est là, on veille la vie, on sauve la vie, l'AVC. Mais on oublie des positions de manipulation des malades pendant et qui va les prédisposer à faire des complications tardives qui seront même pires que sauver la vie. En dehors de ça, le médecin physique est là dans tous ses savoir-faire pour favoriser la récupération fonctionnelle. Et il accompagne certains malades. Il arrive que quelqu'un a fait un AVC, il a perdu certaines compétences et capacités, ce n'est pas terminé. Le médecin physique, par ses compétences et des réadaptations fonctionnelles, doit réfléchir comment récupérer tant soit peu cette personne dans son état et le rendre utile dans la société. C'est ce qu'on appelle la réinsertion socio-professionnelle. Voilà un peu en grande ligne ce que peut apporter un médecin physique dans le cas de l'AVC. Il ne fait pas ça seul, il est accompagné des autres spécialistes médicaux ou paramédicaux dans l'accompagnement de tous les patients qui peuvent faire l'AVC. Toutes les séquelles d'AVC chez les patients ne sont pas identiques, mais on les rassemble dans notre prise en charge à 3 grandes phases. Et tous les patients, quels que soient ceux qui ont fait l'AVC grave ou bien ceux qui n'ont pas sévère ou pas sévère, passent par ces 3 étapes. Nous avons la phase aiguë. Et cette phase aiguë, il y a des actes spécialisés qui doivent être posés pendant cette phase-là, afin de s'attendre à un bon résultat. Nous avons la phase tardive ou subaiguë. Et quand nous parlons de la phase aiguë, qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est le J0, le jour où le patient fait son accident, fait sa maladie. Le 24 heures qui suit, donc le J0, le 24 heures qui suit, donc cette première journée est considérée comme une phase hyper aiguë où c'est le moment des pronostics vital. À ce moment-là, le médecin physique ne peut peut-être pas être au premier plan. À ce moment-là, le médecin physique laisse la place aux autres spécialistes. Les neurochirurgiens, les neurologues, le médecin généraliste, toutes les autres spécialités, en tenant compte aussi des antécédents du malade, ils vont intervenir dans cette phase de 24 heures ou 48 heures d'après les cas. Pourquoi? Parce que c'est une phase très déterminante pour l'avenir de ces malades.
c'est une phase entre la vie ou la mort. Donc le pronostic vital est mis en avant. À ce moment-là, le médecin physique, avec tous les autres paramédicaux, ne peuvent pas intervenir. Pas nécessairement, ça dépend selon les cas, à cette phase-là. Donc les autres médecins interviennent. Mais une fois que cette phase aiguë ou hyper-aiguë, 24 heures peut passer, parce que nous considérons la phase aiguë comme le jour 0, jusqu'à 2 semaines, les 14 premiers jours où la personne a fait sa maladie, c'est la phase aiguë. Et dans cette phase aiguë, nous avons la première phase hyper-aiguë, où l'intervention médicale pour le pronostic vital est nécessaire. Et juste 48 heures, ça dépend des cas, il y a des cas particuliers. 48 heures après cela, le médecin physique peut intervenir avec les autres équipes, avec des actes spécialisés. Ça, c'est ce qu'on appelle la rééducation précoce. Il commence la rééducation précoce dans l'objectif de faire quoi? De prévenir des troubles qui vont venir dans l'avenir. Il y a même des troubles précoces sur place, mais également aussi, il y a certains troubles tardifs qu'il faut déjà commencer à les prévenir dès la phase aiguë. Et nous avons la phase tardive. Donc quand nous prenons ce diagramme, dans cette phase, vous allez voir que de J0 jusqu'à 3 premiers mois, si la rééducation, parce que nous parlons de la médecine physique, la rééducation, la kinésithérapie, la physiothérapie, intervient dans cette phase-là, on peut parler de la phase précoce d'une prise en charge. Et c'est dans cette phase qu'il faut bien ajuster ces prises en charge afin de récupérer. Parce que quand vous allez voir la courbe qui décrit la récupération fonctionnelle après l'AVC, c'est de J0 jusqu'à les 3 premiers mois où la capacité de récupérer est à plus de 70-80%. Et si pendant toutes ces phases, pour des raisons X, Y méconnues, que d'autres laissent passer tout ce temps, la récupération sera vraiment très lente. Chacun a sa touche, sa particularité autour d'un patient présentant les séquelles d'AVC. Nous avons par exemple la kinésithérapie ou les kinésithérapeutes, c'est le traitement par les mouvements, pour faire simple. Lorsqu'il y a une immobilisation du patient, parce que quand un malade fait un AVC, il y a la perte de la motricité. Et rester dans cette position pendant longtemps peut encore faire le lit des autres problèmes, des complications d'AVC. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans la conférence, nous avons en parlé. Le kinésithérapeute, par exemple, pas de techniques purement manuelles, pas de recettes manuelles ou de positionnement, bref, le mouvement peut faire en sorte que ces patients présentant l'AVC puissent se récupérer dans un temps record. Donc lui apporte le mouvement, la manipulation, le massage. Par exemple, nous avons certains qui perdent totalement la force et que le muscle devient flasque. C'est-à-dire c'est mou. Alors avec des massages tonifiants, des techniques spécialisées, il peut faire en sorte que la motricité, le tonus, la tension minimale qui est dans les muscles puisse revenir tant soit peu. Et vous avez aussi parlé de l'orthophoniste. Oui, certains AVC, pas tous. Certaines personnes présentant l'AVC, comme séquelles peuvent présenter comme séquelles quoi? Le langage. Ce que nous appelons l'aphasie, ça dépend, l'aphasie de Broca, l'aphasie de Wernicke, la didactrie. Donc ils ont des difficultés tantôt à comprendre ou tantôt à articuler, à parler. Le problème est être central, oui, mais le problème peut être aussi périphérique avec les articulateurs périphériques. Donc, avec l'AVC, quand quelqu'un a comme séquelle perte du langage, qu'on appelle l'aphasie, quelles que soient les dysarthries et consorts, les troubles, l'orthophoniste ou logopède sous d'autres cieux est le mieux placé pour faire quoi? Accompagner cette patient ou ces patients pour la reprise du langage. Donc, c'est la rééducation purement langage. Donc, le mimique, le gestuel, pour que cette personne puisse communiquer au moins avec son entourage. Voilà ce que pourra faire par exemple l'orthophoniste ou le logopède. Mais nous allons encore, notre spécialiste le moins utilisé chez nous, c'est le psychologue clinicien. Celui-là n'est pas moins. Vous savez, chaque maladie organique a sa dimension psychologique. Oui, la maladie, elle est d'abord organique, mais elle est aussi psychologique ou psychique. Et du coup, un psychologue vient là pour essayer de remonter tant soit peu ces malades. Certes, il n'utilise pas les médicaments et consorts, mais le simple fait de parler avec le malade peut faire en sorte que psychologiquement, soit un malade qui est préparé à faire quoi, surtout dans le truc des AVC, qu'il soit un malade préparé à supporter psychologiquement tout ce qui sera exécuté sur son corps et tout ce que l'environnement lui demandera désormais. Vous voyez, cet apport est très important. On appelle ça l'adhésion au traitement. Le psychologue est là afin de remonter psychologiquement ses patients et ainsi le traitement moderne administré fera son effet. Nous allons parler de l'ergothérapeute. Il se peut que certains patients puissent perdre par exemple l'usage de leurs mains. Vous voyez, quelqu'un qui était par exemple secrétaire, il doit taper sur l'ordinateur. Après un AVC, ça ne fonctionne pas. Et l'ergothérapeute, comme traitement par le travail, en fait, a des astuces, des techniques utilisant le travail comme traitement.
peut vous donner à taper les tests, à écrire, à effacer, et ainsi faisant, le patient en post-AVC peut récupérer non seulement dans un seul domaine comme la motricité, comme la cognition, mais il peut récupérer dans tout, car l'AVC est multidimensionnel et multiséquelle. La séquelle n'est pas seulement motrice, sensitive, mais cognitive, tout ce qui est dans le corps. Donc, après l'AVC, il se peut qu'on puisse présenter plusieurs séquelles, l'intelligence, la mémoire, les langages, la motricité, la sensibilité. Vous voyez, tout ça. Voilà pourquoi nous avons besoin de tout le monde autour du patient présentant l'AVC, afin de faire en sorte, une fois que le patient évolue, qu'il évolue dans toutes ces dimensions séquelaires également. La particularité de la médecine physique et de réadaptation dans la prise en charge des patients présentant en post-AVC est vraiment de taille. Non seulement, comme je l'avais dit, qu'il intervient dans la prévention, c'est-à-dire qu'il peut par lui-même dans des institutions, parce que les médecins physiques ne sont pas nombreux à travers tout le pays, et il se peut que lui-même est là sans kiné, ou plusieurs institutions contiennent des kinésithérapeutes. Si vous avez un médecin physique, en concert avec les kinés ou tous ceux qui sont là, même les infirmiers, on travaille avec les infirmiers dans l'art de prévenir les troubles liés à l'AVC, ils peuvent recommander des positions. Et le médecin physique est là, ensemble avec les autres empirements, spécialement les paramédicaux, infirmiers ou bien kinésithérapeutes et les autres. C'est-à-dire qu'il est là pour recommander certaines recettes et certaines positions. Pourquoi? Ces positions et recettes permettent directement à éviter certaines choses. Vous allez voir certaines images, il y a des positions qu'il ne faut pas faire. Et le médecin là, physique de réadaptation, n'est pas là seulement pour ça, mais il est là aussi pour la famille. Parce que demain, c'est la famille. Le malade ne va pas rester à l'hôpital. Une fois que le malade rentre en famille, il y a des manipulations, il y a des transferts, il y a la façon de se tenir, que si la famille n'est pas rodée, n'est pas informée, c'est encore le pire. Et le médecin physique est là, ensemble avec et la famille et l'équipe soignante qui est là pour éviter cela. Il y a aussi la prise en charge dans la phase précoce, mais là où vraiment la médecine physique joue son tempo, c'est dans la phase chronique. Parce que l'AVC, si on ne respecte pas la prise en charge des recommandations, comme sont des recettes savantes qu'on a mis pour soigner chaque maladie, ce sont des recommandations, les guidelines que le médecin utilise, nous allons faire face à des troubles où les complications le plus craint ici, c'est les troubles neuro-orthopédiques, les déformations impossibles, par exemple, la main. Et c'est là où la médecine physique, pas seule, les neurologues peuvent aussi le faire, il y a les neurologues qui peuvent aussi le faire, les rhumatologues interviennent dans certains cas, mais la médecine physique est là, par exemple, pour des prises en charge spécialisées. Par exemple, pour le muscle spastique, les muscles qui sont verrouillés. Vous verrez les gens avec AVC comme ça. Et là, le médecin physique est là pour utiliser d'autres techniques pour aider cette personne à libérer les articulations verrouillées. Donc, il va utiliser la toxine botulique, par exemple, pour les douleurs, pour la spasticité, en fait de libérer l'articulation qui était verrouillée. Mais il y a aussi d'autres techniques purement simples, chirurgicales, que certains médecins physiques peuvent poser pour aider ces patients-là, surtout dans la phase chronique, où s'installent des complications qu'on appelle les troubles neuro-orthopédiques, en fait de le prendre en charge. Orienter, par exemple, l'appareillage. Il se peut qu'on a rééduqué, ça n'a pas marché, il faut qu'on adapte l'articulation, on adapte la fonction. Il faut prescrire des appareillages. Le médecin physique est là, apprécie quel type d'appareillage qu'il faut faire. Il peut indiquer les appareillages en prévention. C'est-à-dire, vous avez par exemple un patient dont le bras tombe. Il sait que cet étirement sur le plexus brachial va tirer le plexus brachial, par conséquent, ses bras ne sera plus récupérable. Par conséquent, à la phase précoce, un médecin physique peut faire quoi? Il va recommander des attelles par exemple, ou des écharpes, juste pour porter la main pendant un temps lorsque le muscle est encore flasque. Et dès que le muscle commence à récupérer par exemple, il va vite le libérer parce qu'il risque que le bras reste dans cette position. Vous voyez, ça c'est une recommandation des appareillages en phase aiguë. En phase tardive, va voir que le bras qui est par exemple dans cette position, il faut l'étendre parce que ces muscles défléchissaient, met la pression et évite que le muscle extenseur puisse travailler. Il va prescrire par exemple la telle d'extension du poignet coude. Ainsi, ça va permettre à ces malades d'avoir le bras allongé comme ça. Donc, phase précoce, il y a des actes spécialisés recommandés par les médecins physiques. Phase, par exemple, prise en charge tardive ou bien chronique, il y a aussi certains actes de toxine botulique, il y a beaucoup d'autres techniques que nous avons parlé d'ailleurs dans la conférence. Voilà, c'est là. Parce que beaucoup d'AVC arrivent à ce stade-là, il n'y a plus rien à récupérer. Parce que nous vous avons dit que la récupération à plus de 70%, c'est dans les 3 premiers mois. Il faut tout faire. Et si vous n'avez rien fait, les séquelles
définitifs sont installés, c'est à ce moment la médecine physique va maintenant faire non seulement la rééducation avec des techniques spécialisées, mais il va faire maintenant la réadaptation. Bon, comme on a rééduqué, ça n'a pas fonctionné, on peut réadapter. Ça veut dire réorienter les choses afin que le malade ait au moins un minimum d'autonomie avec les séquelles et ainsi il sera utile dans la société. L'objectif de cette conférence était, vous savez, en tant qu'un corps de métier, la médecine physique, chaque médecin est censé se remettre en question. Est censé des activités scientifiques pour permettre à un médecin de faire quoi? De se remettre en question, de se comparer avec ceux qui sont à l'étranger. L'objectif, comme étant membre des comités scientifiques dans notre corporation Médecins Physiques et Réadaptation, chaque année, nous avons des journées scientifiques. Et cette fois-ci, la commission scientifique avait pensé que nous parlions sur le trouble neuro-orthopédique. En fait, il n'y a pas que AVC, comme nous en avons parlé ici, il y a plusieurs autres maladies qui prédisposent plusieurs autres maladies d'origine nerveuse, ça veut dire le cerveau, la colonne, et comme ça peut être une fracture, ça peut être des sciatiques paralysantes, vous voyez. Toutes ces maladies du système nerveux peuvent faire en sorte qu'un malade présente des problèmes de la locomotion, troubles neuro-orthopédiques, donc les os, les muscles et les tendons. Alors, nous avons passé en revue quelques phares de maladies, quelques genres de maladies. Par exemple, AVC, c'était les chefs de file, les traumatismes vertébro-médullaires, ceux qui sont fracturés de la colonne. Et nous sommes passés en revue les paralysies cérébrales, les enfants IMC que nous parlons. Ça, ce sont des pathologies phares. Et les sciatiques paralysantes et hyperagènes. Ça, ce sont des pathologies d'origine nerveuse, neurologique, qui a des conséquences sur la marche, la sensibilité, les raideurs. Et c'était ça l'objectif. On voulait se remettre en question pour savoir où en sommes-nous par rapport à ce qui est fait à l'étranger. Nous avions la chance d'avoir les médecins physiques qui sont venus de l'étranger, qui sont venus. Il y a beaucoup de corps académiques, y compris certains confrères médecins physiques qui sont en pleine spécialisation et qui sont revenus avec les nouvelles techniques et technologies pour cette prise en charge. Les retombées est que chaque médecin physique est sensibilisé des actes qu'il faut poser en phase aiguë, par exemple pour l'AVC. Ça, c'est le sujet que moi j'ai exposé. Parce qu'il y a certains actes qui ne sont pas recommandés, que nous, il nous arrive que nous ou les autres, par manque de connaissances, le posent à phase aiguë et du coup, ce malade ne va peut-être pas récupérer son bras. Donc, chaque médecin physique a au moins un document. Nous avons un protocole qui leur permet, par exemple, de savoir en phase aiguë, par exemple pour l'AVC, quelle technique il faut faire et pourquoi et quelle autre technique il ne faut pas faire. Vous voyez, et en phase, par exemple, subaiguë, chronique ou tardive, quelles sont les techniques non seulement communes à tout le monde et quelles sont les particularités de la médecine physique dans l'objectif de récupérer tant soit peu l'autonomie de ces patients présentant l'AVC. Nous ne pouvons pas vous dire exactement combien de temps qu'il faut, combien de séances qu'il faudrait pour un patient présentant l'AVC puisse se récupérer. En tant que technicien professionnel, nous ne pouvons pas répondre à cette question par rapport à une durée. Car cela dépend. Nous avons des patients qui ont fait l'AVC, qui n'ont fait qu'une semaine. Deuxième semaine, ils récupèrent tout, la marche. Donc, la prise en charge d'AVC, la durée est liée directement à plusieurs autres facteurs. Nous prenons par exemple les degrés des lésions, donc la gravité de l'AVC. Parce que l'AVC dont nous parlons, nous en avons deux aussi. Nous avons AVC hémorragique et AVC ischémique. Pour hémorragique, c'est lorsqu'un vaisseau cérébral c'est rond et que le sang se déverse dans le cerveau. Et celui-là, généralement, c'est des fois fatal. Et ça plonge le patient dans le coma. Vous voyez le sang qui se mélange avec le cerveau, le sang doit circuler dans le tunnel qui lui est propre, et le sang quitte ce tunnel et se déverse dans le cerveau. Comprenez comment les composés du sang peuvent lui-même mettre en danger les cellules cérébrales. Et du coup, la pression, tout ça, toutes ces zones qui est contaminée, qui est touchée par le sang qui s'est versé là, elles peuvent s'abîmer. Du coup, la gravité de celui-là n'est pas identique à celui qui a fait par exemple un AVC ischémique ou une artère qui est bouchée par un peu de graisse. Un peu de graisse, une artère qui se bouche, par conséquent, celui-là, sa prise en charge, des fois, généralement, ils ne font pas les comas, ceux qui font l'AVC ischémique. Mais ceux qui font l'AVC hémorragique, certains arrivent à faire le coma. Déjà, vous voyez, la gravité des lésions peut déterminer combien de temps quelqu'un ferait. Si nous quittons cette gravité des lésions, il y a aussi les facteurs, la comorbidité ou bien les antécédents médicaux. Quelqu'un qui vient, il est diabétique, il est hypertendu, il est ceci, il est cela, il est cela, avec AVC. Vous allez vous attendre que celui-là fasse le même timing que celui qui est sain, il n'a fait qu'un AVC. Donc c'est difficile à vous dire exactement combien de temps qu'il faudra, mais au moins la rééducation doit être précoce, ainsi ça permettra à tout le monde de faire quoi? D'avoir la possibilité de récupérer le plus tôt possible. L'AVC a des séquelles. AVC laisse beaucoup de séquelles. Mais pour éviter qu'on en arrive là, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque de cette maladie d'AVC. Alors, pour la famille ou pour nous tous, bien sûr, il y a ce qu'on appelle mieux vaut prévenir que guérir.
Et dans la prévention pour l'AVC, nous en médecine physique, nous le faisons à des dimensions. Nous avons d'abord la prévention primaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore présenté l'AVC, il est conseillé, nous les conseillons. Par exemple, certains comportements alimentaires ou certaines habitudes de la vie qui vont l'éviter de faire l'AVC. Nous parlons par exemple des gens qui boivent trop. Vous voyez par exemple, nous avons par exemple les gens qui ils mangent trop, l'obésité par exemple, ceux qui fument beaucoup, ce sont des facteurs de risque. Vous voyez? Et certains des facteurs de risque, le stress par exemple, certains des facteurs de risque sont gérables, c'est-à-dire nous pouvons modifiables. Mais d'autres, par exemple, l'âge et l'hérédité, on ne peut pas les modifier. Mais les facteurs de risque pour l'AVC qui sont modifiables, gérables, nous pouvons les conseiller à tout le monde, à nous-mêmes, à tout le monde, une hygiène de la vie dans les consommations. Ainsi, ça pourra nous éviter d'être dans les rangs de ceux qui, les détenteurs de facteurs de risque et demain faire l'AVC. Ça, c'est une prévention primaire. Mais il y a une prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est lequel? C'est ceux qui ont fait la maladie. D'après la littérature, ils peuvent refaire cette maladie rapidement s'ils ne tiennent pas compte de la prévention secondaire. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une habitude régulière de faire quoi? De revoir les médecins neurologues, les autres médecins spécialistes qui les suivent pour d'autres problèmes, afin d'être sûrs que tout va bien. Ils doivent non seulement une fois fait l'AVC et qu'on a récupéré, ça veut dire que c'est fini, comme dit non, 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 non. De temps en temps, faire des séances de rappel. Il faut... Quand on fait l'AVC, les activités physiques sont advitables. C'est pour la vie, pour le patient. Donc, dans la prévention secondaire, ceux qui ont fait l'AVC et qui ont récupéré, gloire à Dieu, mais qui ne s'arrêtent pas. Avec un temps, voir le médecin physique pour évaluer qu'est-ce qui reste, quels sont les autres objectifs qu'on peut se fixer, afin de repousser le plus loin possible la survenue des autres complications et tant d'autres préventions pour la famille, comment les accueillir, comment les accepter, la réinsertion sociale. Donc, il y a vraiment tout un tableau là qui résume tout cela. Je crois qu'on aura suffisamment de temps d'en parler pour chaque acte que nous posons et en prévention, qu'est-ce que nous faisons.